Préparez-vous, voici une histoire de dépravation, de ruse et d'un sang-froid inimaginable. Nous parlons des actes d'une cruauté indicible, une série de crimes parfaits orchestrés avec une intelligence macabre qui permet à un tueur en série de sévir pendant 15 ans sans être arrêté, sans même un suspect sérieux. Les crimes étaient abominables, chaque victime mourait après avoir subi l'humiliation suprême, même les femmes enceintes n'étaient pas épargnées, le tueur n'hésitait pas à ôter la vie à elles. Enfant à naître, il était juge, jury et bourreau, et pendant 15 ans il est resté impuni, il était intouchable, le délai de prescription est désormais expiré, et l'affaire était classée, on pensait que c'était fini, un chapitre sombre se refermait, mais soudain un coup de théâtre, une conférence de presse fut annoncée et son contenu dépassa tout ce qu'on aurait pu imaginer. Le responsable de ces horribles meurtres en série était une célébrité de premier plan, une star adulée par des millions de personnes adulées par Ali était alors au sommet de sa gloire, et il ne s'est pas contenté d'avouer, il s'en est vanté, il a révélé avoir documenté chaque crime, chaque acte de violence, tout le processus du meurtre décrit dans les moindres détails. Il a présenté cela comme une recherche déguisée en guide de prévention du crime pour les femmes, il en a ensuite fait un livre au titre complètement dingue, Je suis le tueur, et ce livre allait être mis en vente, accessible à tous les fans, à tous les membres du public, en ligne, en librairie. Tout le monde pouvait en acheter un exemplaire. On comprend que la presse et les fans aient été incrédules, mais voici le plus troublant, la réaction négative attendue, elle n'a jamais eu lieu. Au lieu de la condamnation et de l'indignation, les fans les plus fervents l'ont acclamé avec encore plus d'enthousiasme. Ils pensaient qu'il devait éprouver des remords pour ses actes passés, il reconnaissait ses torts, disait-il, et suite à cette conférence de presse, tous les médias du pays s'en sont emparés, mais une personne ne se réjouissait pas, le détective qui avait enquêté sur l'affaire initiale. Ce détective était hanté par ces meurtres depuis 15 ans, mais quelque chose clochait. Comment le coupable pouvait-il être encore si jeune après tout ce temps? Les journalistes n'étaient pas dupes, l'un d'eux a eu le courage de poser la question. Un journaliste a interpellé la star Dash sur scène: existe-t-il des preuves que vous êtes l'auteur des meurtres commis il y a 15 ans? La suite a stupéfié tout le monde. Duhac a immédiatement présenté ses radiographies à tous les journalistes et il était clairement visible qu'une balle était logée dans son épaule. Dash a ensuite enlevé sa chemise devant les caméras, exposant ses cicatrices. Il a affirmé qu'un détective lui avait tiré dessus pendant l'enquête et que la balle était toujours dans son épaule. Le détecteur de métaux aurait sonné, s'il l'avait scanné. Le journaliste s'est déchaîné pour prendre des photos. À la fin de la conférence de presse, le livre Je suis le tueur est devenu un best-seller du jour au lendemain. Il s'est arraché des rayons, tout le monde en a acheté un exemplaire, la société pour laquelle il travaillait a fait fortune, mais pour tous ceux qui célébraient des autres étaient en deuil. Dash savourait sa célébrité, mais les familles des victimes étaient rongées par la rage, prêtes à le réduire en miettes. La seule différence, c'est que Dash lui est au sommet de ça gloire, narguant la mort et la police, mais ce que Dash ignore, c'est que quiconque lutte pour sa propre survie est toujours au bord du précipice. Or lorsque ces personnes se rassemblent, leur force est capable de terrasser un dragon. Alors que Dash fait du porte-à-porte pour présenter ses excuses aux familles des victimes et faire des dons à des œuvres caritatives pour enfants défavorisés, ces dernières s'organisent. Au début, ils ne sont qu'une poignée à se joindre à la vengeance. Ils élaborent un plan: kidnapper Dusk, l'emmener dans un lieu isolé et le torturer lentement. Il faut lui soutirer l'emplacement des corps, surtout à la mère d'une des victimes qui refuse d'accepter la mort de sa fille et insiste pour voir son corps avant de trouver la paix. Ils dévoilent ainsi leurs intentions et préparent l'enlèvement. Duhac, de toute évidence, n'y comprend rien. Yongu qui s'est joint au plan attendu. Vous voyez, Dash a assassiné la femme de Yongu. Quand Duhac a vu Yongu, il n'a pas cessé de le narguer, lui demandant pourquoi il avait l'air si triste et lui disant de sourire davantage. Duhac a vu Yongu cracher dans sa main, visiblement il commençait à le provoquer. Alors Dash s'est approché de Yongu et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. C'est en était trop pour Yongu. Voyant le meurtrier sur le point de partir, Yongu lui a demandé s'il avait mangé. Sans attendre de réponse, il lui jeta un bol entier de nouilles aux haricots noirs au visage. Yongu se souvint de l'arrestation précédente de Duhac, il se rappela qu'il était doué pour la course et le combat. Au moment où on était sur le point de l'attraper, il lançait une attaque sournoise. Comme aujourd'hui, il murmura les mêmes mots qu'il y a des années: je ne t'ai pas encore tué. Tu es une excellente publicité, un bon panneau des affichages pour moi. Au moment où Yongu perd le contrôle, son téléphone sonne. C'est le plus grand journal de la région qui l'invite à un débat. Il s'avère qu'ils ont également invité Dusk. Quelques heures plus tôt, pour augmenter l'audience, le directeur du journal local avait invité les deux ennemis jurés à participer à un débat. Le plan marketing fonctionne à merveille. À l'arrivée de Dash, ses fans inconditionnels sont en délire. De l'autre côté, il y a tous ceux qui souhaitent le voir souffrir. Duck, en entrant, signe un autographe à chaque fan dans la file des attentes.
Tous les fans attendent, Dash et son attitude désinvolte, le fait qu'il ne soit ni arrêté ni puni a rendu Yongu furieux. Duak ignore tout du plan qui se trame à son insu. Quelques jours plus tard, Dash s'apprête à aller à la piscine pour faire quelques étirements. À côté de lui, un concierge l'observe en silence. Il se dirige vers la piscine pour y relâcher des serpents. Il soulève le fond des seau et les serpents apparaissent. Il nage vers Dash, mais au moment où il s'apprêtait à partir, il aperçut un serpent coincé dans une fissure. Heureusement, les deux agents de sécurité à ses côtés payés au salaire minimum ne remarquaient rien. Dash, qui nageait à proximité, ne s'aperçut pas non plus de rien et continuait de barboter joyeusement. Soudain, à peine remonté à la surface, un serpent bondit sur lui et le mordit au visage. Cette scène effraya également les deux agents de sécurité postés sur la rive qui aidèrent précipitamment Dusk à sortir du lac. Voyant cela, ils aidèrent aussitôt Dusk à descendre et appelèrent une ambulance souhaitant l'emmener à l'hôpital pour des soins des urgences, mais à ce moment-là ils ignoraient que le personnel médical qui se tenait devant eux était en réalité déguisé en proche des victimes dans le but précis d'enlever Dusk. Les personnes présentes s'attendaient à ce que leur plan réussisse lorsqu'une véritable ambulance arriva soudainement par derrière. Comprenant que l'identité de ses coéquipiers allait être révélée, Suan leur ordonna de partir en premier tandis qu'elle restait en arrière pour couvrir leur retraite. Voyant la voiture s'éloigner, elle se précipita à sa suite et le conducteur freina brusquement, provoquant la chute d'un des poursuivants. Au même moment, la police informée se mit aussitôt en route à la recherche des ravisseurs. Bien qu'il sût que les crimes de Dash étaient odieux et impardonnables, le délai de prescription était désormais expiré. Tant qu'il ne réagirait pas, l'autre personne ne serait qu'un simple citoyen, et lui, en tant que policier chargé de veiller à sa sécurité, était également tenu par son devoir professionnel. Alors qu'il s'apprêtait à les poursuivre, une ambulance surgit brusquement à côté de lui. À cet instant, il aperçut derrière lui les occupants du véhicule des proches des victimes. Voyant cela, il fit immédiatement demi-tour et se lança à leur poursuite. Il ignorait cependant que le chef des équipes n'agissait pas seul, mais que plusieurs proches des victimes participaient également à l'action. Dusk, qui était inconscient, se réveilla à ce moment-là. Voyant que personne ne faisait attention à lui, il tenta vaguement de prendre le scalpel dans la boîte mais fut presque découvert à plusieurs reprises. Dash dut renoncer un instant, mais les violentes secousses de la voiture firent voler le couteau hors de la boîte. Sous l'effet d'un autre choc avec Yongu, le couteau atterrit directement dans l'épaule de Duok. Il tenait silencieusement le scalpel à la main, attendant le prochain impact de Yongu. Comme prévu cette fois, Yongu percuta de plein fouet l'arrière de la voiture. Dash, sachant qu'il ne pouvait pas laisser passer l'occasion, poignarda Suan à côté de lui, mais soudain Dash tomba dans la voiture de Yongu, rendant leur scène impossible. Après cela, Suyan à côté de lui ramassa également le couteau, se leva, sauta sur le toit de la voiture de Yongu et poignarda Duak, mais Dash se contorsionna pour esquiver et manqua de peu de tuer Yongu. Suan se retrouva alors dans la voiture poursuivant et tuant sans relâche de l'arrière vers elle. Voyant cela, le chef des équipes devant lui freina brusquement et l'élan projeta les deux hommes contre la voiture. Dusk s'est donc cogné la tête contre la bonbonne d'oxygène et a perdu connaissance, mais ceux qui le poursuivaient ne comptaient pas abandonner et ont accéléré pour se lancer à leur poursuite. Soudain, Suyan a saisi un extincteur et leur a aspergé le visage. La situation a alors complètement dégénéré. On attendait que Yongu se réveille après sa journée de travail. Le chef des équipe et ses camarades étaient partis depuis longtemps. De retour au commissariat, Yongu, assailli par une foule de journalistes, cherchait à savoir s'il avait arrêté le ravisseur, mais Yongu ne laissa rien paraître. S'agissant des proches de la victime, il se rendit à son bureau et discuta avec des collègues de la manière de libérer Dusk, mais à présent ils étaient incapables de localiser l'autre personne et encore moins de la secourir. Ils avaient également vérifié son numéro de téléphone et sa plaque d'immatriculation, mais tout était faux, impossible donc de trouver son adresse. C'est alors que Yongu eut une intuition, même une ambulance pouvait être fictive. Toute l'équipe comprit alors l'anomalie. Yongu ordonna immédiatement à son subordonné Duke de mener l'enquête. Le résultat fut conforme aux attentes. Ils découvrirent rapidement que l'ambulance utilisée par l'autre partie était en réalité un véhicule de tournage et que le loueur s'appelait Anne. Ils localisèrent très vite Anne. Yongu, obéissant aussitôt aux ordres de son subordonné, se lança à sa poursuite. Cependant, au moment même où Duke annonçait son intention de bloquer la route, Yongu lui demanda de rester sur place et d'attendre qu'il le recontactait. Il était clair qu'il ignorait tout des intentions de Yongu. Après avoir raccroché, Yongu suivit également son compagnon jusqu'au cœur des montagnes. Voyant qu'ils étaient arrivés, il enfila discrètement ses lunettes de vision nocturne. Le groupe de proches de la victime a alors versé un bassin d'eau sur Dusk pour le réveiller, mais à ce moment-là, Yongu était discrètement monté au grenier. Irin s'est approché de Duok et lui a demandé où se trouvait le corps de sa fille.
Cependant, avant qu'Hélène ait pu poser ses questions, Yong-gu depuis le grenier a coupé le courant, plongeant le rez-de-chaussée dans l'obscurité la plus totale. Yong-gu s'avança lentement devant tout le monde utilisant ses lunettes de vision nocturne pour s'approcher de Dash. Pas à pas, puis coupa les cordes qui le retenaient avec un couteau, mais à ce moment-là une aide de l'autre côté sembla comprendre quelque chose et fit un signe de la main. Heureusement Yong-gu esquiva attendant qu'ils allument les lumières. Ils découvrirent alors que Yong-gu avait emmené Dusk. Après cela Suyan prit un arc et des flèches et tira à l'aveuglette, mais Yong-gu les esquiva toutes avec agilité. Finalement Suyan ne put que regarder Yong-gu s'éloigner en voiture, après avoir sauvé Duak. Yong-gu laissa un mot devant lui sur lequel il était clairement écrit que s'il ne voulait pas mourir il ne devait pas causer de problème. Peu après DAC fut interviewé par un journaliste qui lui demandait s'il savait qui elle avait enlevé. Mais Dash pensait que c'était un fan car il l'aimait tellement qu'ils avaient commis un acte aussi extrême. Il n'a donc pas cherché à impliquer l'autre partie. Yong-gu était également retourné au commissariat et ses collègues lui ont demandé ce qui s'était passé. Pourquoi Dash était-il à la télévision maintenant et n'était-il pas censé être ramené au poste? Mais Yong-gu entendant cela a éludé la question et s'est engagée à partir. Mais soudain une femme fit irruption dans le commissariat, c'était une haie. La colère se lisait dans ses yeux, confirmant la présence d'une griffure sur son cou, vestige de la nuit précédente. Elle gifla Yong-gu qui en regardant une haie se sentit lui aussi coupable. Le temps passa vite et vint l'heure de la discussion autour du livre Je suis un meurtrier, une discussion qui préoccupait des millions de personnes. Au début quelqu'un se leva pour poser une question car le livre se vendait très bien. Les recettes avaient désormais dépassé les 20 milliards. Alors Dash a-t-il tué des gens juste pour vendre des livres? Vendre un livre sous couvert des aveux, n'est-ce pas une stratégie marketing plutôt astucieuse? Ensuite Yong-gu interrogea Duok à plusieurs reprises, lui demandant s'il se souvenait de ce qu'il lui avait dit la nuit de leur poursuite, mais lorsqu'on lui posait des questions même sur des détails, Dash répondait souvent de manière évasive ou faisait semblant de ne pas se souvenir. L'atmosphère devint alors extrêmement tendue. Voyant cela, l'animateur, pour détendre l'atmosphère, lança une session de questions-réponses avec le public et la première personne à prendre la parole fut une femme. Elle semblait hésiter à révéler son identité. La spectatrice a déclaré être fan de Duok et avoir quelques questions à lui poser. Elle se demandait s'il savait que Yong-gu courait très vite et s'il avait profité des toits et des ruelles pour lui échapper. Puis cette personne a dit quelque chose qui a semé la confusion dans toute la salle et parmi les spectateurs. Il a ordonné à Dash d'arrêter de jouer la comédie car il était le véritable meurtrier. À ces mots, Yong-gu terrifié en devint livide car sa mère était encore à la maison. Il rentra donc immédiatement chez lui. Cependant à son arrivée il trouva un mot accroché à la porte. À cette vue Yong-gu était lui aussi abasourdi, tellement en colère qu'il se mit à arracher des objets dans la pièce. Soudain la porte de la chambre voisine s'ouvrit doucement. En voyant sa mère apparaître, Yong-gu poussa enfin un soupir de soulagement. Mais à ce moment-là il aperçut quelqu'un dans la chambre des en face qui lui faisait signe. Voyant cela, Yong-gu se précipita lui aussi dans la pièce des en face, mais lorsqu'il y parvint de justesse il constata que son agresseur avait pris la fuite. Cependant ce dernier avait laissé 2 preuves sur la chaise. À cette vue Yong-gu alluma aussitôt la cassette vidéo et découvrit que sa femme Mi-gen était torturée à mort par son agresseur. Après cela dans le film, Mi-gen confie qu'avant de mourir elle voulait entendre la voix de Yong-gu. À cette vue Yong-gu ne peut retenir ses larmes. Enfin la scène qui l'horrifie est celle où un homme nommé J'ai un couteau à la main et s'approche lentement de sa femme. Mi-gen la supplie frénétiquement disant qu'elle ne veut pas mourir, et il y a une raison pour laquelle elle ne peut être tuée, elle est enceinte de l'enfant de Yong-gu. Le film s'achève ici. Yong-gu après l'avoir visionné était profondément attristé, mais il tenta de contenir son chagrin et se mit à chercher des indices dans l'enregistrement. Il écouta attentivement chaque détail. Contre toute attente il découvrit un indice. Il convoqua alors immédiatement une conférence de presse pour annoncer qu'il avait récupéré l'arme du crime. Les taches de sang correspondaient parfaitement à son ADN, ce qui pourrait prouver que ce couteau était l'arme du crime. Quant au fait que le livre écrit par Dusk reprenait exactement le déroulement de l'affaire à l'époque, s'il n'était pas impliqué il n'aurait certainement pas pu l'écrire. L'enquête se poursuivait et l'identité du véritable cerveau de cette machination parfaite restait inconnue. À ce moment-là la rédaction suivait également les informations à la télévision car 2 terroristes étaient apparus. Ils étaient eux aussi incapables de déterminer qui était le véritable coupable. Les employés présents sur place commencèrent à débattre. Certains disaient que c'était Jed et autres que c'était Dus. Mais soudain le rédacteur en chef se leva et ordonna à ses collaborateurs de les inviter à se confronter. Et l'homme à côté de lui qui avait entendu cela resta lui aussi sans voix. Les 2 premiers avaient été faciles à inviter mais même la police n'avait pas réussi à retrouver Jed.
Alors comment allait-il le trouver? Mais le patron restait le patron et l'idée était on ne peut plus claire, même sans ses coordonnées il pouvait passer une annonce, une publicité de grande envergure permettrait sans aucun doute à Jay de voir leur invitation. Le résultat fut conforme aux attentes et peu après la diffusion de l'information la rédaction reçut un appel de Jay qui les invita également sur le toit pour leur annoncer directement qu'il acceptait la demande de la station. À ce moment-là tous trois tiendront un débat national pour déterminer qui était le véritable meurtrier. De toute évidence Jay était furieux que Dash s'enrichisse sans scrupule et s'approprie les fruits de son enquête irréfutable. Après ces propos il envoya également au personnel de la station une cassette vidéo montrant l'enterrement d'un corps. 3 heures avant le début de la diffusion en direct l'adresse leur fut envoyée ainsi qu'aux proches de la victime. À ce moment-là ils se préparaient également au débat. Dès qu'ils auraient confirmé l'identité du meurtrier une le tuerait de ses propres mains, et le moyen de l'éliminer était d'utiliser du venin de serpent dissimulé dans un stylo plume, et très vite le débat a commencé ici aussi. Mais sur place il n'y avait que 2 personnes car Jay n'était pas encore arrivé, et l'animateur a donc dû laisser la parole à la famille de la victime pour gagner du temps, heureusement peu après son arrivée à la rédaction. Accompagné de ses collègues Jay est entré lentement dans le hall masqué, tous les regards étaient tournés vers lui, mais l'animateur lui demanda d'enlever son masque pour prouver son existence. Une fois le masque retiré Yong-gu à côté de lui prit la parole et demanda si sa femme Mi-Jen était toujours en vie. Jay lui dit d'attendre encore un peu qu'il le saurait bientôt. À ce moment-là Dash à côté de lui déclara également qu'il avait tué 10 personnes, peut-être que les autres personnes avaient été tuées par Jay, mais Jay ne paniqua pas le moins du monde, il se retourna et annonça aux personnes présentes à la station qu'elle pouvait commencer la diffusion en direct. La caméra suivit alors le dispositif jusqu'à une zone forestière où de nombreux employés creusaient. Sous terre se trouvait mené assassiné 15 ans auparavant mais dont le corps n'avait jamais été retrouvé. À ce moment-là il ne lui restait plus qu'un squelette blanc. Face à ces preuves irréfutables Dash fut également totalement innocenté, mais Dash avait aussi des fans féminines qui refusaient de croire que leur idole était innocente. Elles exigeaient que Dash prouve que les dires de Jay étaient faux. Voyant cela Duo dut lui aussi avouer la vérité, il n'était pas le véritable coupable des meurtres en série. Face à ce déni l'animateur intrigué se demanda comment Dash pouvait connaître les détails des meurtres, des détails que seul le véritable coupable pouvait connaître. Mais la réponse suivante de Dash stupéfia tout le monde, l'auteur de ce livre n'était pas lui mais Yong-gu. En entendant la réponse tous les présents furent en émoi, car même les plus naïfs comprenaient que c'était manifestement le plan de Duok et Yong-gu. Leur but était d'attirer le véritable coupable Jay et de le forcer à se dévoiler. Yong-gu révéla également la véritable identité de Duok, le fils de la première victime. À ces mots Jay se sentit lui aussi dupé car Yong-gu avait parfaitement cerné sa psychologie. Au fond de lui il désirait plus que tout être remarqué, notamment pour cette affaire de meurtre. Désormais il ne lui restait plus que si quelqu'un devenait célèbre grâce à ce livre et s'appropriait son résultat, il ne pourrait certainement pas se retenir et tomberait dans le piège qu'ils avaient patiemment tendu. En entendant la description de Yong-gu Jay ne paniqua pas du tout car il savait que le délai de prescription était désormais expiré. C'était un homme ordinaire et Yong-gu ne pouvait rien lui faire, mais il ne s'attendait pas à ce que Yong-gu lance la vidéo qu'il lui avait donnée. Lorsque le son fut monté un léger son annonça l'heure, et cette heure était 15 minutes avant l'expiration du délai de prescription de 15 ans. À cette nouvelle Jay ne put plus rire. Yong-gu sortit aussitôt son arme et arrêta Jay, mais à ce moment-là Jay comme pris de remords s'agenouilla devant Yong-gu. Contre toute attente il prononça les mêmes paroles suppliantes que sa femme avait prononcées autrefois, disant que s'il le tuait il tuerait aussi son enfant. En voyant cette scène Yong-gu ne put plus la supporter. Sa femme était agressée sexuellement par ce monstre depuis 2 ans, qui aurait cru qu'avant de mourir il révélerait l'horrible nouvelle qu'il ignorait sa grossesse. Sa femme crut alors qu'il ne la tuerait pas, mais hélas elle ignorait à quel point il haïssait les enfants. Tous les gars étaient là devant pour l'accueillir à sa sortie de prison. Ce même jour la loi coréenne a officiellement modifié le délai de prescription pour l'affaire J, comblant ainsi les lacunes du droit pénal coréen. Merci d'y avoir regardé.